J'aimerais évidemment remercier les organisateurs de ce colloque, au premier rang duquel figure Marianne Vanier, évidemment, et puis aussi donc le Cercle Gutenberg, parce que j'ai appris ce que c'était tout à l'heure. Merci beaucoup. Flavius Josèphe n'accorde pas une grande place aux femmes dans ses livres. Il est entendu qu'il s'intéresse à la chose politique et religieuse, où la femme n'a guère de place dans les sociétés de son temps. Les femmes, bien qu'elles constituent plus ou moins la moitié de la société juive dans l'Antiquité, sont invisibles, comme on dit, dans la quasi-totalité des sources. Bien entendu, en disant cela, je m'inscris en tant qu'historien parlant au XXIe siècle dans ce que les Allemands appellent le Zeitgeist, ou l'ère du temps, qui depuis une cinquantaine d'années tente de reconstituer la vie de la moitié de l'humanité et leur place dans le cours de l'histoire. Certes, le genre de l'historiographie romaine, au 1er siècle de l'ère chrétienne, dans laquelle Flavius Josèphe évolue pour présenter le judaïsme, se prête peu à une discussion philosophique sur la femme, comme chez Philon d'Alexandrie, ou sur leur statut juridique, comme dans les écrits rabbiniques. Néanmoins, Flavius Josèphe n'omet pas de citer les femmes présentes dans le récit biblique, dans les livres 1 à 11 des antiquités juives, ni celles qui prennent place dans les événements des périodes hellénistiques et romaines, où il demeure la source la plus complète à notre disposition, dans les livres 12 à 20 du même ouvrage et dans la guerre des Juifs aux livres 1 et 2. Il en est de même pour les femmes qu'il a pu côtoyer comme acteurs ou témoins des événements dans les livres 2 à 7 de la guerre des Juifs et dans son autobiographie. De même, dans le Contrapion, il donne une place aux femmes dans sa réponse aux polémistes raillant le judaïsme. L'examen de ces passages a montré que Flavius Josèphe considère le genre du roman hellénistique comme une source pour compléter à l'occasion la description et le rôle de telle ou telle femme présente dans le récit biblique. Il développe ainsi les personnages de la femme de Potiphar, tentatrice de Joseph, sans homme, en Antiquité juive de 41 à 59, et de la princesse éthiopienne dans le mariage de Moïse lors du séjour de celui-ci en Égypte, selon Antiquité juive de 238 à 253. La comparaison avec l'écrit dit apocryphe le Testament de Joseph pour le premier épisode et les fragments d'Artapan dont on a parlé ce matin, relisant Nombre 12.1 sur la femme éthiopienne de Moïse pour le second, laisse peu de doute sur l'emploi de sources similaires par Flavius Josèphe, qui en fait dans son œuvre un outil exégétique. Louis Feldman avance que la représentation de la femme, plus pieuse ou plus sexuée que dans la Bible hébraïque, est fondée sur des modèles hellénistiques qu'on qualifierait aujourd'hui de misogynes, particulièrement développés par Diodore de Sicile ou Denis d'Halicarnasse. Pour les femmes connues aux périodes hellénistiques et romaines, principalement des femmes des familles asmonéennes et hérodiennes, Flavius Josèphe s'appuie sur l'historien de cour Nicolas de Damas qui côtoyait les femmes de la dynastie hérodienne. C'est pourquoi les récits que fait Josèphe des femmes de l'élite à ces périodes sont déséquilibrés. À la suite de Nicolas de Damas, il omet souvent les noms des princesses asmonéennes, alors qu'il s'attarde longuement sur le rôle de la femme d'Hérode le Grand, Mariam, Alexandra sa mère, Cyprus la mère d'Hérode, Salomé sa sœur, Doris et Marianne fils de Simon, comme ses autres femmes, Bérénice et Glaphyra ses belles-filles. En somme, Flavius Josèphe est contraint par les manques ou les développements de sa source principale. Pour l'historien actuel de ces périodes, un tel constat ne préjuge pas de la place des femmes dans les affaires politico-religieuses au cours des périodes asmonéennes et hérodiennes, car bien qu'elles ne soient pas nommées, il semble que les princesses et reines asmonéennes, dont Salomé Alexandra chez Lamzione, la femme d'Alexandre Janet qui régna 9 ans,
de 76 à 67 avant l'ère chrétienne, ont davantage pesé sur la vie politique que les princesses hérodiennes qui ne tenaient pas de place officielle à la cour. Ces dernières semblent d'ailleurs décrites selon un mode polarisé, soit elles suivent le souverain, soit elles le trahissent et le mènent à sa perte, ce qui correspond à la place des femmes de l'historiographie à l'époque de Nicolas de Damas. Ainsi, le genre historiographique combine la connaissance personnelle des actrices de l'histoire et les topoi littéraires en vigueur sur les femmes. Flavius Josèphe reprend ce modèle historiographique. Dans les parties de son œuvre où il est témoin direct des événements, les chercheurs ont scruté le texte pour apercevoir sa position personnelle sur les femmes en général et sur ses épouses en particulier, puisqu'il s'est uni à 4 femmes, semble-t-il. Incidemment, il nous dit dans la guerre des Juifs, 5-419, qu'il a laissé une épouse à Jérusalem au moment du siège de la ville. Dans son autobiographie, au paragraphe 414-415, Vespasien lui donne une captive pour femme avant de l'abandonner. Après la révolte juive, il épouse une juive d'Alexandrie, puis divorce, selon les paragraphes 415 et 426 de l'autobiographie. Enfin, il épouse une juive de Crète, dans le paragraphe 427. Talilane parle de Chypre, mais j'ai vérifié le manuscrit, c'est bien Crète. On peut observer que la vie maritale de Flavius Josèphe épouse, c'est le cas de le dire, les grandes étapes de sa vie. Certes, on pourrait prendre pour acquis ces allusions à la vie maritale de Flavius Josèphe comme des détails de sa vie personnelle, mais on peut aussi se demander si ce ne sont pas des convenances dans le projet littéraire et historique de Flavius Josèphe afin de montrer son ascension sociale. Les références à la Jérusalemite seraient pour dire son ethnie, celle à la captive donnée par le futur empereur pour dire son allégeance, celle à l'Alexandrine pour dire sa bonne connaissance des polémistes grecs qui foisonnent en ce lieu et à qui il répond, et celle de la crétoise pour signifier qu'il est devenu un Romain de l'est de la Méditerranée sans pour autant renier son ethnie. Depuis la Judée, vous savez, la référence aux îles de la Méditerranée orientale est une allusion à Rome, comme l'attestent les textes de Qumran, qui font de se nommer Kittim une désignation des Romains venant donc, selon leur point de vue, du nord-ouest. Quoi qu'il en soit, jamais Joseph ne nomme ses épouses, contrairement aux 3 fils qu'il a eus avec 2 d'entre elles. On peut interpréter la multitude des compagnes ou épouses comme le signe de sa participation à un mode de vie de l'élite romaine, et donc la femme dans son identité importe peu, ou bien on peut y voir un signe de sa misogynie, car il nomme bien les femmes célèbres par ailleurs. Sans que les 2 hypothèses ne soient exclusives l'une de l'autre, il faut toutefois noter que dans le Contrapion, livre 2, paragraphe 201, il écrit, je cite, « Une femme, c'est dit, sous-entendu dans la loi, est inférieure à un homme en tout respect. Qu'elle obéisse donc, non pour qu'elle soit maltraitée, mais pour qu'elle soit en règle, car Dieu a donné le pouvoir à l'homme. » Alors évidemment, si vous écrivez ça aujourd'hui... Comme il y a quelques autres références de la sorte dans le reste de son œuvre, Tal Ilan en déduit qu'il s'agit de l'opinion personnelle de Flavius Josèphe sur les femmes, pour faire simple, qu'il est misogyne. En somme, Flavius Josèphe aurait pu rester sur les poncifs de la femme dans les modèles historiographiques gréco-romains, mais il semble avoir été plus loin, par conviction comme le pense Tal Ilan, ou par convenance sociale, comme l'avance Barbel-Meyer-Schertel. On touche là, me semble-t-il, aux limites des sources disponibles. Comme les autres historiographes de son temps, Flavius Josèphe oscille vraisemblablement entre les attendus du genre historiographique, et donc une forme de rhétorique, l'adaptation des sources sélectionnées aux propos visés, et l'opinion personnelle, peut-être. J'ai donné quelques indications sur le traitement des femmes par Flavius Josèphe afin d'évaluer à frais nouveaux le cas discuté depuis très longtemps des Juifs esséniens mariés. En bref, je cherche à évaluer la part de rhétorique et la part d'histoire dans cette idée. Dans la plus longue notice consacrée aux Esséniens, en Guerre des Juifs, livre 2, Flavius Josèphe commence au paragraphe 119 par citer, je cite, les 3 genres du grec eidos de philosophie pour situer les Esséniens dans ce paysage. Il ajoute, je le cite de nouveau, qu'ils sont même plus affectionnés mutuellement que les autres. On comprend bien plus loin dans le texte, au paragraphe 166, qu'il fait allusion aux pharisiens qui eux-mêmes se tiennent en affection mutuelle, alors que les sadducéens, selon Flavius Josèphe, sont rudes entre eux. Ainsi, Flavius Josèphe délimite la notice sur les Esséniens et introduit par là même la nature du lien qui unit les Esséniens au-delà de la même ethnie. Au paragraphe 120 et 121, il développe ce thème vers le mariage. Je lis
Alors que ces hommes répudient les plaisirs comme un vice, ils tiennent la continence et ne succombent pas aux passions. Et alors qu'il y a parmi eux un dédain pour le mariage, ils adoptent les enfants des autres quand ils sont encore assez délicats pour recevoir les enseignements. Ils les considèrent comme une famille et établissent en eux les principes de mœurs. Sans rejeter le mariage ou la succession qui en est consécutive, ils se protègent toutefois contre le dévergondage des femmes, étant persuadés qu'aucune d'elles ne conserve sa foi en un seul homme. Il est dit explicitement que les Esséniens rejettent le mariage et qu'ils pallient l'absence d'enfants en conséquence, par l'adoption de jeunes enfants encore en âge d'être instruits. Steve Mason, cité ce matin, met en doute l'historicité de ce détail, à moins d'imaginer, écrit-il, que les Esséniens dirigent, je le cite, des écoles, des orphelinats ou d'autres associations. Puis Joseph ajoute que les Esséniens ne rejettent pas pour autant le mariage, ce qui semble en complète contradiction avec le paragraphe précédent. Le verbe rejeter, que je traduis ici provient du verbe anaireo, que Flavius Joseph utilise fréquemment pour dire se débarrasser de quelque chose en contexte militaire ou lorsqu'il critique une institution. C'est pourquoi il semble dire ici que les Esséniens ne veulent pas l'abolition du mariage en général, mais seulement pour les membres de leur groupe. Le dédain, upéropsia, n'est attesté que 2 fois dans l'œuvre de Flavius Joseph. Il semble indiquer que les Esséniens sont détachés vis-à-vis du mariage. Flavius Joseph justifie cette précision comme une mesure de protection des hommes contre l'adultère inhérent des femmes. Flavius Joseph parlait déjà du dévergondage des femmes, à Selgeiai Gunaikon, pour décrire les reines Jézabel, vous voyez les références, Cléopâtre, et de Mariamé, la femme d'Alexandre le Grand. L'historiographie gréco-romaine fait état du dévergondage, mais cette fois-ci des hommes, selon Mason, qui cite toute une série d'auteurs. C'est pourquoi il faut se demander si Flavius Joseph ne fait pas part ici de son sentiment personnel vis-à-vis des femmes. On pourrait même spéculer sur l'échec de ces mariages, tant la misogynie pointe à la fin du paragraphe 121. Toutefois, le motif de la femme adultère est bien présent avant Flavius Joseph dans la littérature gréco-latine, mais aussi dans la Bible hébraïque. J'ai en tête par exemple le rituel Sota. En revanche, l'expression est, semble-t-il, attestée pour la première fois dans la littérature de langue grecque chez Flavius Joseph. En l'état des textes parvenus jusqu'à nous, Flavius Joseph ne semble pas reprendre ici une expression appartenant au modèle gréco-romain, raillant la femme. Il innove, mais sur un terreau déjà bien établi. Après tout, l'acte d'écrire n'est pas une simple compilation d'expressions toutes faites, empruntées à des auteurs plus anciens. Flavius Joseph invente cette expression, mais touche-t-on ici à son sentiment personnel vis-à-vis des femmes? Il est permis d'en douter, car il se sert de l'expression comme d'une grille de lecture des femmes qu'il estime avoir trahi leur mari dans l'histoire. En somme, il nous dit que les Esséniens ne se marient pas pour se protéger de leur emprise sur les hommes, qui mènent à leur perte. Il me semble que Flavius Joseph reprend un motif aperçu dans l'historiographie gréco-romaine, à l'instar de Nicolas de Damas. Si l'on accepte cette lecture, les Esséniens apparaissent comme des contre-modèles de ces souverains qui ont été trahis par leurs femmes. L'originalité de Joseph est peut-être de conjuguer le motif avec une tendance, dans l'aristocratie romaine au 1er siècle de l'ère chrétienne, à éviter le mariage et les enfants pour se consacrer pleinement à l'armée et ainsi se soustraire à des problèmes familiaux potentiels. D'ailleurs, Dion Cassius nous apprend qu'Auguste légiféra en ce sens. Les Esséniens deviennent donc des modèles de masculinité. Comme souvent, Flavius Joseph est le maître des nuances pour combiner différentes idées chères à son lectorat romain et les attentes du genre historiographique de son temps. L'injonction juive à croître et se multiplier, en Genèse 1:28 et 28:3, pourrait sembler dans l'angle mort, mais me semble-t-il, il n'en est rien. Flavius Joseph prend soin de donner des enfants aux Esséniens par voie d'adoption, peut-être une allusion au recrutement des membres, afin, d'une part, d'expliquer que les Esséniens sont appelés à perdurer, et d'autre part, qu'ils ne sont pas une fiction littéraire. Ainsi, Flavius Joseph donne l'impression d'écrire sur un fil, cherchant à concilier plusieurs perspectives, ce qui rend quelquefois, comme dans ce passage, le propos multidirectionnel et peu aisé à comprendre de prime abord. D'ailleurs, les commentateurs modernes ont donné des lectures diamétralement opposées de ce passage, les uns voyant l'aveu du célibat des Esséniens, les autres la justification au second degré d'Esséniens mariés. Pour ma part, je note que Flavius Joseph, dans ce passage, n'écrit pas que les Esséniens ne doivent pas se marier ou être mariés, mais qu'ils doivent se méfier du mariage, c'est le sens du dédain, et en arrière-plan de la femme
à l'adultère inévitable. C'est pourquoi, contrairement à d'autres modernes comme Mason, il ne me semble pas étonnant que Flavius Josèphe clôture sa notice sur les Esséniens dans le livre 2 de la guerre des Juifs par l'annonce de l'existence, je le cite, d'un ordre différent d'Esséniens qui sont mariés. Je le lis. Il existe aussi un ordre différent d'Esséniens, bien que d'accord avec les autres au sujet du mode de vie et des coutumes et lois, ils s'en séparent dans leur avis sur le mariage. Car ils pensent que ceux qui ne sont pas mariés retranchent la plus grande partie de la vie, la succession et plus encore. Si tous pensaient la même chose, la famille disparaîtrait très vite. Pour en être sûrs, ils examinent les femmes durant 3 ans. Une fois qu'elles se sont purifiées 3 fois comme une preuve de leur capacité à enfanter, ils les prennent, c'est-à-dire épousent, de cette manière. Mais ils ne continuent pas d'avoir des relations sexuelles avec celles qui sont enceintes, démontrant la nécessité de se marier, n'est pas à cause du plaisir, mais pour les enfants. Les femmes prennent des bains en s'enveloppant de vêtements, comme les hommes mettent un pagne. Ainsi sont les coutumes de cet ordre. En débutant et terminant la notice sur le thème du mariage et de la descendance, Flavius Josèphe crée donc une inclusion en rhétorique. L'inclusion peut s'interpréter comme l'explication ou la réponse à une polémique sur le refus du mariage chez les Esséniens. La génération avant Joseph, Philon d'Alexandrie, dans son apologie des Juifs 11-14, conservée par Eusèbe de Césarée, rapporte que, je cite, « aucun Essénien ne prend une femme ». Pline l'Ancien, dans son Histoire naturelle 5-73, abonde en écrivant qu'ils sont sans aucune femme. Flavius Josèphe lui-même, dans une autre notice sur les Esséniens, dans les Antiquités juives, au livre 28, paragraphe 21, résume sans nuance cette fois-ci, il ne conclut pas de mariage. Ces passages peuvent se lire comme des résumés de l'idéal de vie essénien, à l'instar d'autres groupes sociaux. Le mariage et, en arrière-plan, la gestion d'une famille sont perçus comme contradictoires avec une vie consacrée à la recherche de la perfection. Comme on l'a dit pour les paragraphes 120 et 121 du même livre 2 de la guerre des Juifs, Flavius Josèphe veut tenir plusieurs logiques ensemble. De nouveau, dans les paragraphes 160 et 161, il n'écrit pas que les Esséniens ne doivent pas se marier, il précise l'opinion des Esséniens sur le sujet. C'est probablement la raison d'être de ces passages, et je pense la réponse à une interprétation vraisemblablement polémique du motif en son temps. Les Esséniens pensent que les Juifs doivent se marier sous peine de disparition prématurée de la famille, c'est le terme génos qui est utilisé, ici au sens d'ethnos, donc la famille juive. Joseph ajoute que les Esséniens prennent bien femme, mais dans le seul but d'enfanter et non de céder au plaisir charnel. Ainsi, il me semble que Flavius Josèphe concilie encore l'injonction de Genèse, la rhétorique de la perfection, et la volonté d'historiciser, au sens de donner des gages de la non-fiction, voire de la réalité des Esséniens, pour que le lectorat adhère à l'ensemble du propos sur le groupe juif. Ce dernier point prend place avec la justification du mariage chez les Esséniens, que les paragraphes initiaux de la notice n'avaient pas. La procréation, mais une procréation précédée d'une exigence de pureté de la femme. La pureté contrôlée de la femme sur 3 ans avant l'union s'entend comme une réponse à tous les maux dont la femme est affublée dans des modèles historiographiques hellénistiques repris dans le monde romain et le monde juif, comme l'attestent des textes de Qumran, à l'instar du manuscrit 4Q 184, qu'on appelle aussi Dame Folie dans l'édition française. Les Esséniens peuvent ainsi préserver leur propre pureté et celle du groupe entier. Dans ces conditions, ils peuvent avoir des enfants qui, par déduction, sont eux-mêmes purs. Le mariage, chez les Esséniens, existe donc à la condition d'une pureté vérifiée de la femme. Le paragraphe 161 complète en quelque sorte les paragraphes 120 et 121 et explique la nature du mariage essénien à ceux qui doutaient de l'existence de celui-ci et de leur conformité avec le principe d'engendrement inscrit dans la Genèse, mais aussi dans le monde romain, comme l'atteste Tacite dans les Annales et Dion Cassius. Le motif de l'adoption, lu dans les paragraphes 120 et 121 aux accents romains, qu'il soit fait ici une allusion non au recrutement des nouveaux membres dans le mouvement essénien, est ainsi évacué sans aucune allusion ou reconfiguration. On peut en déduire qu'il n'allait pas dans le sens des derniers paragraphes parce qu'il introduit un doute sur la volonté des Esséniens à se reproduire. Ces paragraphes finaux de la notice ressemblent à une glose pour lever l'ambiguïté sur le statut marital et la volonté de descendance des Esséniens. Pris en soi, ils atteignent l'objectif, mais la confrontation avec le début de la notice laisse un doute sur l'origine de leurs enfants. Sont-ils adoptés ou sont-ils le fruit d'une union avec des femmes à la pureté vérifiée ? En revanche, le développement sur le mariage pour concilier l'idéal de perfection de vie
et la procréation est convaincant, me semble-t-il, parce que complémentaire et sans contradiction apparente, quoique des modernes en disent. La notice s'arrête sur ces précisions en inclusion, mais l'introduction de ces 2 derniers paragraphes contribue à brouiller le message. Flavius Josèphe fait état d'un ordre différent d'Esséniens, ce qui suggère un groupe d'Esséniens mariés face à un groupe d'Esséniens célibataires. La nature militaire du mot ordre, tagma en grec, usité par ailleurs chez Flavius Josèphe, a été discutée dans la recherche récente. Certes, Flavius Josèphe aime utiliser des termes militaires en les recontextualisant. Il pourrait ici servir sa rhétorique pour piquer l'attention du lecteur et ainsi justifier l'inclusion, dont l'objectif réel est d'éclaircir ses propos initiaux sur les Esséniens pour les rendre in fine pensables et vraisemblables. Selon ces différents niveaux de lecture, je ne suis pas sûr que Flavius Josèphe ait voulu présenter une autre catégorie d'Esséniens. D'abord, on l'a dit, le début de la notice ne condamne pas le mariage, ni ne l'interdit pour les Esséniens, mais le décourage à cause de l'adultère de la femme. Il n'est donc pas question d'un célibat obligatoire, mais d'un dédain du mariage. Néanmoins, Flavius Josèphe établit bien une distinction avec l'expression « un ordre différent » dans l'introduction de la fin de son passage, de sa notice. Elle peut, me semble-t-il, se comprendre comme un procédé rhétorique visant à proposer un autre type de mariage plutôt qu'un autre type de groupe fondé sur la pureté établie de la femme. Flavius Josèphe fait allusion à la haute exigence de pureté au sein du mouvement essénien et l'applique aux unions esséniennes. Il réussit ainsi à concilier l'idéal de vie essénien avec la question du mariage et de la procréation. C'est pourquoi les 2 derniers paragraphes me semblent une glose finale répondant aux critiques possibles ou réelles que le propos initial sur le mariage pouvait susciter. C'est aussi en ce sens que je comprends le propos définitif sur le mariage dans l'autre notice sur les Esséniens dans les Antiquités juives, rédigée avant celle de la guerre des Juifs probablement. En somme, la glose finale désamorce la tension sur le mariage et la procréation des Esséniens, née de logiques différentes, que Flavius Josèphe a voulu concilier et que d'autres avant lui, dont Philon d'Alexandrie, avaient exprimé. Toutefois, la comparaison avec les textes de Qumran, qui sont une source, vous le savez, de première main sur les Esséniens, confirme que Flavius Josèphe ne fait pas une présentation purement idéaliste et rhétorique des Esséniens. La place de la femme apparaît en filigrane dans le mouvement essénien. La femme comme tentatrice des hommes, conformément à des modèles hellénistiques, est bien présente dans les textes de Qumran, j'ai cité tout à l'heure le manuscrit 4Q 184. Elle est alors perçue en situation d'impureté morale, selon les Esséniens. La femme endosse aussi une impureté rituelle, maintes fois rappelée au moment des règles et pendant la période de gestation. Selon le code pénal de l'écrit de Damas, elle n'appartient pas au mouvement essénien, c'est le manuscrit 4Q 270, fragment 7, colonne 1, ligne 12 à 13, que je lis. Et si c'est contre les mères, alors il sera puni 10 jours, car il n'y a pas de mère mélangée au milieu de la congrégation. La locution mère mélangée, rokma en hébreu, fait peut-être allusion à des assemblages impurs comme des fibres de vêtements. Cependant, la femme n'est pas énumérée parmi les personnes impures interdites d'entrer dans le mouvement, selon l'écrit de Damas, CD 15 à 17, et dans la règle de la congrégation, 1 QSA, colonne 2, ligne 3 à 8. Elles sont même invitées, avec les enfants, au banquet eschatologique pour être instruites des lois dans la même règle de la congrégation, 1 QSA, 1.4. Les images liées à l'enfantement, dans un autre contexte, qui est le contexte hymnique, peuvent aussi être considérées positivement, mais elles sont figurées pour décrire l'attachement à Dieu. C'est ce qu'on appelle le rouleau des Odaïotes, donc vous avez les références derrière moi, dans la dernière ligne. Toutefois, comme pour Flavius Josèphe, bien que les logiques à concilier ne soient pas identiques, le discours androcentrique des textes de Qumran empêche aussi d'évaluer la présence ou non des femmes au sein du mouvement. Dans le cimetière qui joute Rirbet Qumran, les tombes de femmes appartiennent à l'époque mamelouk, entre le XIIIe et le XVIe siècle. Toutefois, quelques pelvis de l'époque communautaire du site pourraient être féminins, mais le ruissellement dans les tombes a fortement dissous les ossements, et moins de 100 tombes ont été exhumées sur les presque 1200 sépultures. Quoi qu'il en soit, la quasi-absence de femmes est sans comparaison dans les cimetières situés aux alentours de la mer Morte. Concernant le mariage des Esséniens, les textes conservés de Qumran n'en parlent pas, mais il faut s'empresser d'ajouter qu'aucun texte n'évoque un rituel de la naissance, de la circoncision, du passage à l'adulte, du mariage, bien que le manuscrit 4Q 502
ait été présenté en son temps comme tel, ce qui a été aujourd'hui démenti, ou même un rite lié à la mort. La perspective individuelle n'est pas intégrée à la vie du mouvement, en tout cas à travers les textes, bien qu'elle ne soit pas niée pour autant. Le silence concernant des Esséniens mariés dans les manuscrits de la règle de la communauté, puisque ça a été allégué, ne peut être interprété, me semble-t-il, car ces textes ne disent pas explicitement qu'ils rejettent le mariage. Ils laissent penser, plutôt, que les Esséniens pouvaient se soustraire à un moment à la vie familiale pour venir faire une retraite dans un des camps maranotes esséniens. La découverte d'un rouleau portant la règle de la congrégation, un QSA que j'ai cité tout à l'heure, avec la participation des femmes et des enfants au banquet eschatologique, est, ne l'oublions pas, trouvé roulé dans le rouleau de 1QS, qui est un des manuscrits de la règle de la communauté, voire peut-être même cousu originellement à la suite du rouleau 1QS selon les points de couture conservés sur le feuillet de cuir de la colonne 11, ce qui suggère que les Esséniens mariés sont aussi considérés dans la règle de la communauté, en tout cas dans le manuscrit 1QS. De même, dans l'écrit de Damas, CD 4, 20 à 21, la polygamie est proscrite, ce qui signifie indirectement que l'union d'un homme et d'une femme est acceptée. Le divorce est aussi possible, selon l'écrit de Damas, CD 13, 16 à 20, et dans un autre manuscrit qu'on appelle le rouleau du temple, 11Q19, 54, 5. Mais il est interdit après le viol d'une femme, parce que le viol crée de fait une union, et un homme ne peut avoir deux épouses au cours de sa vie, selon le manuscrit Calcul 159, et dans le rouleau du temple, de nouveau, vous avez les références derrière nous. Derrière le discours androcentrique pointent des indices qui permettent de voir les Esséniens comme des hommes mariés, mais qui pouvaient fuir temporellement les tumultes du monde, dont leurs femmes et enfants, comme le note déjà Philon d'Alexandrie dans l'Apologie des Juifs, 11, 8 à 9. Ainsi, il me semble que derrière le discours à l'œuvre dans les textes de Qumran, les Esséniens devaient être mariés, pour la plupart, comme la majorité des Juifs. En conclusion de cette étude de cas consacrée au mariage chez les Esséniens, selon Flavius Joseph, il apparaît que le puzzle, pour reprendre le mot de Mason, si vous êtes familier des œuvres de Mason, il utilise toujours le mot puzzle, pour plein de choses différentes. Il apparaît que le puzzle sur le mariage, avec des contradictions apparentes, peut être assemblé, tout ou partie, si l'on cherche à comprendre le savant tissage du texte entre des logiques qui appartiennent au genre historiographique, au topoi sur les femmes, à la rhétorique de la perfection comme idéal de vie, aux attentes du lectorat et aux sources sur les Esséniens dont dispose Flavius Joseph. Peut-être, vous le savez, on l'a évoqué ce matin, a-t-il été témoin oculaire des Esséniens, parce qu'il prétend avoir été essénien de 16 à 18 ans dans son autobiographie. Il me semble que considérer ces différentes logiques ensemble aide à éclairer le propos de Flavius Joseph. C'est, me semble-t-il, au prix de la mise au jour de celle-ci qu'on peut atteindre ce qu'on appellerait aujourd'hui une lecture historique. Je vous remercie. Mazir
shalom kemeinahat